Vous l'avez compris, on va essayer de tenir cette table ronde en un peu moins d'une heure, comme prévu, pour que Patrice Joly puisse venir annoncer le prix. Cette séquence, vous avez à votre droite Émilie Zapalski, qui a un visage qui doit vous dire quelque chose, parce que c'est une journaliste de télé. Elle est régulièrement sur les plateaux de BFM et on la remercie, parce que franchement, c'est les gens qui se mettent dans des disponibilités. Elle a sa chronique ce soir. Elle va continuer à la préparer dans le train en repartant sur Paris. Et elle sera en direct sur le plateau de BFM à 22h. Émilie est consultante en communication. Elle a des études et un gros parcours là-dessus. Elle est également journaliste où elle s'intéresse beaucoup aux questions des ruralités. Et on voit ses papiers dans Localtis, notamment très, très souvent. Elle connaît ce sujet. Elle est... voilà, vous verrez comment elle fonctionne, c'est-à-dire le mot juste, elle ne se laisse pas faire, elle ne s'emporte pas quand elle est au milieu des furieux parfois sur les plateaux. Camille est journaliste au Monde. Voilà, il nous a semblé à la fois intéressant d'avoir ce média, mais plutôt d'avoir cette personne aussi qui a souvent la discrétion des journalistes des grands médias que l'on connaît pas forcément, qui ont ce profil en repli, qui sont des spectateurs, rapporteurs avisés avec beaucoup d'humilité, des fois peut-être même un peu trop. Voilà, merci. Merci Camille. Et puis Frédéric Bouchard, là aussi, c'est essentiel. Frédéric Bouchard est rédacteur en chef d'Euronews. On est adjoint, pardon, oui. Et Dubois est directeur. Ouais. Mais tu verras, tu y arriveras un jour. J'y suis bien arrivé, moi. Donc. Ruralisons. Moi, c'est ma fin de carrière. Et donc, Euronews, qui a son siège à Lyon, à 3 km d'ici, sur la presqu'île, de 3 km, ce grand immeuble vert, avoir la rédaction qui a Europe dans son nom, ça nous a semblé intéressant. Alors moi, je sortirai peut-être un peu du rôle habituel et je reprendrai celui de journaliste et d'ancien rédacteur en chef d'un grand groupe de presse et de directeur d'école de journalisme. Parfois, je serai plus complètement neutre dans cette séquence. Mais il me reste les uns et les autres à vous remercier, chers consoeurs, chers confrères, de votre disponibilité qui, pour nous, vous le verrez à la fin, est importante. Alors, les attentes, moi qui ai fait du journalisme de proximité pendant plus de 40 ans, je les connais. Vous en parlez mal, vous y connaissez rien, vous en parlez pas assez. Vous dites que ça marche pas. C'est pas faux des fois. Hein, c'est pas faux des fois. Voilà. On va vous porter. On va essayer de répondre à tout ça. Est-ce qu'on reste ou pas? On n'a pas encore parlé, ça attaque voilà. direct. On va peut-être ouvrir avec toi, Frédéric, sur une rédaction européenne. Il y a Euronews. Alors, quand j'ai eu le directeur d'Euronews, il m'a dit « mais c'est compliqué parce que nous, les territoires, on fait beaucoup d'institutionnels. » Alors, ce n'est pas complètement vrai non plus, mais notre vocation, ce n'est pas forcément cette approche-là. Donc, Euronews, télé européenne, sa ligne éditoriale, ça nous permettra de définir au public ce qui peut être une ligne éditoriale. La manière dont ça fonctionne, c'est comment, Frédéric? Euronews a été créé en 1993 par les États membres de ce qui n'était pas encore l'Union européenne, en réponse, en fait, après la première guerre d'Irak, à la prédominance de CNN. Donc l'idée est venue de créer une chaîne d'information européenne dont les actionnaires étaient les chaînes publiques, telles que France Télévisions ou la TVE, la télévision espagnole, etc. On est passé par plein de périodes. Actuellement, c'est un groupe privé avec un financement privé. On a toujours quelques actionnaires publics dans notre capital, mais on n'est plus du tout ce qui était le rêve original originel des États membres, c'est-à-dire créer une chaîne d'information européenne publique. Donc notre traitement de l'information est vraiment sous une perspective européenne. On ne se contente pas de parler de la France, on va parler des différents pays européens, et notamment via des services linguistiques. Donc on a plusieurs services linguistiques, on a l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, on a le russe, on a eu le turc, maintenant c'est juste sur le web, on a également la langue arabe, la langue perse, on a le portugais, on a eu l'ukrainien à une époque. Malheureusement, ce n'est plus le cas, même si on a encore pas mal de collègues ukrainiens qui travaillent avec nous. Et c'est vrai que la ruralité n'est pas un thème que l'on traite en tant que tel.
On est même assez éloigné en tant que chaîne d'information européenne de ce thème, du fait de ce que nous sommes en tant que journalistes, c'est-à-dire plutôt des urbains. Pour autant, c'est un thème qui est devenu porteur du fait du déclenchement d'événements extérieurs et internationaux. L'Ukraine, par exemple, la crise du Covid, les gilets jaunes également. Donc ça, ce sont des thèmes déclencheurs qui n'étaient pas anticipés et qui font que la ruralité est traitée sur notre chaîne. Pas simplement en France, comme je vous le disais, mais dans d'autres pays européens. Et évidemment, il y a également un thème qui, lui, par contre, revient de façon assez régulière, tous les 5-7 ans, lorsque l'Union européenne se remet à négocier son budget pluriannuel, dont la plus grande partie, vous devez tous le savoir, c'est la politique agricole commune. Et là, par contre, on est amené à le traiter assez régulièrement et donc de traiter la ruralité sous cet angle-là. Mais il est vrai que ce n'était pas tellement porteur. La politique agricole commune, c'est assez barbant pour ceux qui ne sont pas intéressés par toute la technicité qu'il y a dedans. Donc, paradoxalement, les événements internationaux tels que l'Ukraine ou tels que la crise du Covid ont fait de la ruralité vraiment un thème porteur et positif. Je réponds à madame. Justement, quels sont les nouveaux projets qui se mettent en place dans les zones rurales pour répondre justement à ce dont on a parlé pendant des années, c'est-à-dire la désertification, l'exode, etc., etc. Donc, par exemple, un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à la guerre en Ukraine, vous devez connaître ce phénomène en Espagne qu'on appelle España vacía, l'Espagne vide, c'est-à-dire au centre et au sud de l'Espagne. Énormément de villages ont perdu leurs habitants, leurs jeunes, et sont en train de mourir à petit feu. Oui, on avait un débat ce matin là-dessus. Voilà, il me semble qu'il y avait un invité espagnol également. Le secrétaire d'État voilà. À la relance démographique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du fait de la guerre en Ukraine, il y a des initiatives pour repeupler ces villages avec des réfugiés ukrainiens. Par exemple, près de Tolède, un des correspondants d'Euronews a fait un sujet qui a été diffusé il y a quelques jours sur l'antenne. Ce sont pratiquement une trentaine de personnes qui sont arrivées, qui ont été accueillies et installées pour pouvoir justement redonner vie au village. On voit également beaucoup d'annonces dans la presse espagnole, de propositions d'offres de maisons. On revient sur l'exemple italien également où on offrait des maisons à 1 euro. Mais là, systématiquement, les offres de maisons s'accompagnent de l'obligation de reprendre un commerce. Le bar-tabac, de reprendre la boulangerie, etc., etc. Alors, effectivement, on peut estimer que ce sont des mesures temporaires, parce qu'on peut espérer que les réfugiés ukrainiens reviendront dans leur pays un jour, mais pour autant, ça lance certainement des initiatives qui incitent, je pense, les jeunes également à revenir dans leur village natal. Donc on a ce phénomène également en Espagne. Est-ce que, ça conditionne sans doute, est-ce que le public d'Euronews, les téléspectateurs d'Euronews sont essentiellement urbains ? Les téléspectateurs d'Euronews sont essentiellement urbains. Ce sont plutôt des catégories socio-professionnelles supérieures. CSP+. Euronews est diffusé effectivement plutôt dans des aéroports, dans des hôtels internationaux. Pour autant, le thème étant lui-même porteur, il y a un intérêt pour nos téléspectateurs de voir ce genre de sujet. Parce que de toute façon, ça concerne tous les pays de l'Union européenne. Le problème de la ruralité, du retour des urbains dans les campagnes. Donc c'est un thème qui intéresse également et qui est lié également aux événements internationaux actuels. Et quand on est rédacteur en chef adjoint et qu'on fait vivre le contenu éditorial, qu'on fait le programme tous les jours, qu'on fait un programme en début de semaine à partir de l'actualité que l'on connaît, qui tombe des dépêches d'AFP, mais également des invitations, des thématiques que l'on a, est-ce qu'une rédaction comme la tienne, on est sollicité par la ruralité, les acteurs de la ruralité, ou vous n'êtes pas perçu? Non. Vous n'êtes pas, Non, on n'est pas du tout sollicité. C'est vraiment nous qui décidons des thèmes en fonction de l'actualité. Nos journalistes peuvent nous proposer des reportages, effectivement, mais qui seront toujours, comme je vous disais, liés à un événement déclencheur. Ce n'est pas la ruralité qui va être le thème principal. Ça va être les réfugiés ukrainiens. Donc, du coup, le rapport à la ruralité.
Ça va être la crise du Covid et le retour des urbains dans les zones rurales, le télétravail, la télémédecine, etc. Les innovations scientifiques également. Mais ça ne sera pas la ruralité en tant que telle. D'accord, c'est très simple, on leur fait comprendre. Donc, Émilie. Oui, moi je dissocierais, alors par ma casquette que vous avez présentée, double casquette, hein, à la fois d'une chaîne d'information qui, je pense, va parler mal du rural. Mais, et puis, donc en gros, si vous voulez, il y a une dissociation, il y a deux aspects. Il y a des chaînes d'information nationales, il y a des médias nationaux qui vont faire de la place au rural, comme l'a dit Frédéric, qu'en temps de crise. Et la plupart du temps, c'est plutôt négatif. C'est plutôt quand ça va mal. C'est la sécheresse, c'est le gel historique, c'est la crise des Gilets jaunes avec une vision très déformée de ces territoires. La crise Covid, ça a été une image un petit peu plus positive, c'est la redécouverte de la campagne, on l'a dit tout à l'heure, mais souvent c'est vrai que c'est qu'au moment des crises. Il y a ces médias-là, et puis il y a les médias plus spécialisés, et moi c'est ma casquette Localtis, qui va parler, ces médias vont parler tout le temps des territoires, sur des aspects positifs, négatifs, neutres, de finances, de numérique, de tout ce qui s'y passe, globalement, ils en parlent en continu. Et c'est vrai qu'on a du mal, et c'est étonnant, parce que sur les médias nationaux, on a l'impression qu'on découvre les choses toujours avec le prisme urbain. C'est vrai qu'on a toujours cette déformation, comme si le rural ne comptait pas, ou comptait moins, ou ne comptait que quand il y avait pas des faits divers, mais des crises. Donc, et alors, les deux crises les plus récentes, si on enlève l'Ukraine, qui spécifiquement, bon, vous l'avez dit, sur l'aspect des réfugiés qui peuvent aider sur l'aspect démographique, mais si on prend les deux crises, Gilets jaunes et crise Covid, Gilets jaunes quand même au démarrage, alors oui, on a reparlé des territoires, mais alors d'une façon qui était quand même assez négative. Je dirais presque, j'ose peut-être dire le mot beauf, des gens accros aux voitures, hein, on a eu quand même des ministres... Diesel et gitane. Comment ? Voilà, on a eu quand même des porte-paroles. Enfin, ça, c'était le ministre. Alors, porte-parole, ou je ne sais plus s'il était ministre, qui disait donc en gros que c'était des gens qui fumaient des gitanes et qui roulaient en diesel. On a mis du temps à comprendre que c'était peut-être une partie de la population française. Mais on a mis beaucoup de temps à considérer ça et à voir ce qu'on disait tout à l'heure, les singularités derrière ces demandes, c'est-à-dire des problématiques qui sont différentes. Tout à l'heure, on entendait ce sociologue, chercheur, qui disait que les néo-ruraux redécouvraient la campagne, avaient des besoins qui étaient les mêmes que dans l'urbain. Donc voilà, on a mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était que cette France des invisibles. On a parlé des invisibles, c'est quand même assez étonnant, c'est des Français, hein. Mais on a parlé de ça. Donc. Et alors la crise Covid a amené une autre image du rural, parce qu'on s'est dit, ah bah tiens, c'est sympa en fait la campagne pour travailler, c'est sympa pour aller se confiner, pour ceux qui avaient la chance de pouvoir se confiner à la campagne. Donc il y a eu une image tout à fait différente, avec un imaginaire qui était véhiculé là pour le coup dans tous les médias, cette redécouverte, et même un imaginaire qui va peut-être au-delà, alors là c'est moi qui vais être critique sur le rural, mais qui va probablement au-delà des promesses réelles. La de mariée ce qu'on peut est trop trouver. belle, là, oui. Oui, les promesses de vente là, du rural étaient peut-être un peu au-delà de la réalité, ou en tout cas de la réalité d'aujourd'hui, peut-être pas de demain. Mais c'était intéressant parce que là, tout d'un coup, on nous vendait une image beaucoup plus agréable, beaucoup plus prometteuse de ce qu'est le rural, et les médias s'en sont saisis véritablement. Quitte à parler même d'exode urbain. On est allé jusqu'à parler d'exode urbain, ce qui n'est pas tout à fait la réalité des choses, même s'il y a des mouvements. Mais en tout cas, on vient à parler d'un point de vue positif. On parle de transactions immobilières. S'il n'y a pas d'exode urbain, on sent qu'il y a des investissements immobiliers qui se font dans le rural. Il y a en effet des néo-ruraux, des urbains qui vont vivre dans le rural. Il y a toute cette imagerie-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on met du temps à comprendre à la fois comment on peut communiquer sur le rural et comment le rural peut se faire une image intéressante pour séduire les médias et pour faire parler de lui autrement que sur un plan négatif, décliniste, en danger, en risque, vieillot en fait. Là, on a redécouvert toute une palette d'images qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent faire parler du rural différemment aujourd'hui, y compris dans des médias nationaux. Parce que ce que j'ai oublié de dire au départ, c'est que c'est vrai qu'on a peu de représentants en dehors de ces crises. C'est toujours le prisme urbain qui domine, en tout cas dans les chaînes d'information, ça c'est sûr. Dans les médias spécialisés, c'est autre chose, mais on a ce prisme de lecture uniquement par la vision urbaine. On a vu avec Frédéric la notion des angles et comment une télé comme Euronews rentrait dans le sujet, et ça c'est important que les citoyens le comprennent. Toi qui as un pied dans les deux journalistes qui traitent de ruralité et sur les plateaux sous les projecteurs, est-ce que très franchement, dans ce monde qui fait l'info en instantané, qui là-bas, il y a
beaucoup de consoeurs et de confrères qui connaissent et qui maîtrisent les sujets de réalité. Je ne parle même pas qu'ils soient experts, c'est toujours un terme que j'aime pas trop employer dans la profession, mais qui connaissent un peu le sujet de fond. Alors, je vais faire une réponse un peu neutre. C'est oui et non. Parce qu'en fait, le rural, ça dépend sur quel angle on le prend. Donc, je vais dire évidemment qu'il n'y a pas de spécialistes du rural, et il y en a très peu d'experts du rural. Mais par contre, il y a des gens qui vont parler de l'industrie. Et l'industrie, c'est aussi dans le rural, de l'économie. Des collectivités, des finances publiques, des élus locaux, de ce qui se passe dans les territoires. On en a parlé tout à l'heure du télétravail et comment on essaie d'avoir des espaces de coworking, des fabriques de l'industrie, des territoires d'industrie. On va avoir comme ça des expertises sur des points qui relèvent du rural, mais on ne va pas toujours le raccrocher au rural. Après, oui, si c'est pour vous répondre, évidemment qu'il n'y a pas d'experts des territoires. D'ailleurs, on l'a vu même au niveau du gouvernement, puisqu'on a dû mettre un Premier ministre qui avait l'accent pour véritablement cautionner cette idée de parler aux territoires et d'inclure les territoires dans les politiques publiques. Donc c'est quelque part, il y a un décrochage quand même. Il y a quelque chose qui ne se fait pas de l'ordre du lien véritablement entre le rural et le monde médiatique, en tout cas au niveau national et de ce type de chaîne d'information. Camille, tes papiers dans Le Monde ont été remarqués par une partie des gens qui sont là, par tout le monde, parce que tu es un peu la voix, tu as une consoeur qui en parle également beaucoup, la voix de la ruralité dans un journal qui est perçu souvent dans les territoires comme centralisé, comme parisien. Conduire sa vie, comment on bâtit ces sujets, comment on les impose dans une rédaction? Ça marche? Non, ça marche. Si, oui, ça marche. Oui, on parlait du fait que les médias peuvent manquer d'experts des ruralités. Déjà, moi je dis des ruralités et j'y tiens à le dire au pluriel. Avant tout parce que je pense qu'il y a une diversité vraiment de territoires ruraux et d'habitants des territoires ruraux. On parlait de ce manque d'expertise, donc je vais me permettre de vous parler un peu de moi, parce que ça explique aussi le manque de représentation de personnes issues des territoires ruraux dans les grands médias nationaux. Et on sait qu'une rédaction, elle est faite aussi de parcours individuels qui vont pouvoir aussi porter une voix. Et en l'occurrence, des gens avant moi se définissaient comme des néo-ruraux venus aux campagnes. Moi, je me définirais plutôt comme une néo-urbaine arrivée à Paris pour mon premier poste de journaliste au Monde. Après donc avoir grandi à la campagne, en Isère, dans différents territoires. Voilà, j'ai une famille originaire de Villard-de-Lans. J'ai grandi entre Villefontaine, la ville nouvelle de l'île d'Abo, puis Voiron, enfin pas exactement Voiron, mais un hameau. Donc en fait, ce sont... Finalement, l'expertise, je ne dis pas qu'il faut venir d'un territoire pour pouvoir en parler, pas du tout. Mais mon expertise, moi, je la tire de mon vécu. Et notamment, bon, là, j'ai fait une enquête assez longue sur les jeunes ruraux dont on parlait juste avant, parce que ce sont aussi des problématiques donc, de mobilité, d'accès à l'emploi, de se sentir parfois coincé, d'être tiraillé dans ses désirs entre la fierté d'appartenance locale, la fierté d'être de quelque part, de cet endroit, et en même temps, le fait qu'on est toujours défini par le prisme de la ville. Donc on se sent une obligation quelque part pour réussir, valoir quelque chose, il faudrait aller étudier en ville et on ne pourrait pas rester. Donc ça, ce sont des choses en fait que j'ai vécues à titre personnel. Et en fait, finalement, la place que je donne aux territoires ruraux dans le monde, elle est née du fait que j'ai moi-même dû... je pense comme beaucoup, à un moment, pour travailler dans le domaine que je voulais, monter à la capitale, et que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'adopter des codes, enfin déjà d'en comprendre les rouages qui n'étaient pas les miens. Et ensuite, je dirais que les premières années au Monde, quand je suis arrivée dans cette grande rédaction qui était très prestigieuse dans mon domaine pour toute jeune sortie d'école de journalisme, je commençais par un peu le Graal. Et c'est vrai que ça m'a d'emblée frappé le fait que ce soit un journal quand même très très sérieux, mais très institutionnel, où je sentais pas assez de place donnée à ces sujets. Il y en avait, je suis pas en train de... Mais c'était de manière assez transversale, un coup traité par le rubricard économie, un coup traité en planète, un coup sur l'angle de l'agriculture. Et en fait, toutes les ruralités que moi j'avais vécues, c'est-à-dire les sujets sociétaux,
qui peuvent paraître, pour qui ne les a pas vécus, être des trucs que les gens découvrent, mais qui en fait sont des évidences quand on a vécu avec. Par exemple, d'attendre une demi-heure son bus pour aller au collège, au lycée, d'arriver, d'être plus fatigué que les autres qui sont déjà sur le bourg. Voilà, c'est des choses qui sont des évidences pour plein de jeunes et qui ne le sont pas quand on ne l'a pas vécu. Bref, en fait, j'ai commencé à traiter de ces sujets-là parce que j'avais besoin tout simplement de les voir exister dans ce journal. Et je me suis dit, bon, on est tous des parcours individuels, on peut amener notre patte, notre regard, d'où on vient. Et donc j'ai monté des petits projets, en fait, enfin je dis petits, voilà, parce qu'ils n'étaient pas encore très visibles. Donc j'ai commencé avec un projet qui s'appelait... en 2017, Français. On a été une équipe de journalistes pour traiter la présidentielle 2017 autrement. Donc l'idée, c'était de prendre le contre-pied des thématiques imposées par les candidats à la présidentielle et nous, de se dire, on s'offre le luxe, et ça, c'est vraiment un luxe d'avoir une aussi belle rédaction qui donne des moyens à ces journalistes OK, vous partez sur le terrain le nombre de jours que vous voulez, et vous n'allez pas calquer un truc, parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, voilà, me choque beaucoup et m'énerve d'ailleurs de la part de certains médias, de se dire, on voit un sujet depuis Paris, on va aller chercher à l'illustrer, puis on revient. Ouais, très souvent. Et on se dit pas, en fait, on va aller quelque part et on va ouvrir, voilà, nos écoutilles et on va écouter les gens et c'est eux qui vont nous amener nos sujets, en fait. C'est le territoire qui nous amène les gens, nos sujets, voilà. Donc là, on pouvait faire ça. Donc on a ramené comme ça, on a vraiment pris le pouls des Français. On avait une sorte de questionnaire de Proust aussi qu'on posait à chaque fois. Qu'est-ce qui vous préoccupe là où vous vivez ? Qu'est-ce que vous voudriez voir changer ? Qu'est-ce qui vous rend fier ? Parce qu'il y a beaucoup cette question aussi, moi qui m'importe beaucoup dans le fait de représenter ces sujets, c'est la question de la valorisation. Ça, je l'ai vu, je le vois à chaque fois que je suis en reportage. Les gens me disent, mais qu'est-ce que le Monde vient faire chez nous ? Pourquoi vous venez vous intéresser à nous ? Je dis, mais en fait, enlevez-moi cette étiquette Le Monde. Je suis un être humain qui a fait des études de journaliste. Je suis journaliste. Il se trouve que je suis dans cette rédaction. Et votre parole, elle importe tout autant que celle qu'on entend peut-être plus communément des urbains. Enfin, voilà. Et donc ça prend du temps parce que si j'ai encore ce genre de réflexion, c'est la preuve que Le Monde est encore associé comme voilà, un organe de presse assez élitiste et parisiano-centré. Mais après, je pense que ce sont aussi les personnes et chaque journaliste qui voilà, parce qu'il véhicule, qui tisse un lien aussi de confiance, voilà, et qui peut participer à changer aussi une représentation. Voilà, donc j'ai fait des projets comme ça ponctuels, français. Après, j'ai monté un projet d'1 an qui s'appelait Bled à part. Donc c'était génial pendant 1 an de raconter plein d'initiatives locales, des petites initiatives. Sauf que je me suis rendu compte que c'était trop petit finalement pour que ça porte. Que ça ait une visibilité dans les pages aussi, parce qu'il y a cette question, comme on est un quotidien, c'est l'actualité qui aussi décide de ce qui va être priorisé dans nos pages. Et donc quand on porte des sujets comme ça, il faut aussi se battre finalement pour que son sujet trouve une place dans le journal. Et ça, voilà, c'est aussi des arbitrages qui sont tout à fait normaux dans un quotidien d'actualité. Donc ces projets ponctuels, français, puis Bled à part, puis après j'ai porté un projet qui s'appelait 1000 bornes, parce qu'il m'a semblé que la problématique des mobilités, elle était vraiment fondamentale, notamment dans les territoires ruraux, parce que la mobilité, c'est un peu le droit des droits qui conditionne finalement l'accès à l'emploi, aux études, aux soins, etc. Donc là, pendant 6 mois, j'ai fait des territoires pour raconter comment les gens se déplaçaient. C'était au moment de la crise des Gilets jaunes. Et c'était ce fameux sujet sur les gens sans permis, sans voiture, et aussi la question de la mobilité qui n'est pas seulement en fait la question de pouvoir bouger, mais de savoir bouger, parce qu'il y a plein de gens qui finalement pour qui passer le code, ne serait-ce que le code de la route, c'est très difficile. Donc des questions d'usage, je suis allée observer des initiatives voilà, de plateformes comme WeMove ou d'autres localement à Clermont-Ferrand, etc. Bref, et on est arrivé au point où il fallait vraiment accorder une place plus claire. Et maintenant, je traite à temps plein des territoires ruraux, voilà, depuis plusieurs mois.
Les ruralités, comme tu le dis, Ouais. c'est vaste, c'est très nombreux, d'où la difficulté d'identifier, parce qu'évidemment, les grands présidents, on les connaît, mais ce n'est pas forcément eux, ils sont très, très intéressants, mais eux qui intéressent le journaliste, c'est véritablement d'aller au cœur de l'initiative. Ça, je crois, effectivement, c'est un peu provocateur, ce que je viens de dire, mais c'est ça le débat. Ce qui intéresse Camille, et je ne vais pas parler pour elle, c'est peut-être, enfin, éventuellement d'interviewer Michel Fournier, mais d'aller trouver... Je l'ai interviewé D'aller deux fois déjà. trouver le maire qui n'est pas dans une structure, qui va avoir un discours peut-être pas plus innovant, mais un discours décalé, la personne discrète. Et sur certains sujets, les spécialistes y arrivent, mais les ruralités sont tellement vastes que c'est compliqué de porter ce regard périphérique, d'identifier tous ces acteurs. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux ruralités, il était évident qu'il y avait des acteurs incontournables, genre la MRF, on a eu plein de contacts. C'est évidemment une de mes sources de sujets. J'ai été amenée à échanger avec M. Fournier et M. Zabot, plus Fanny Lacroix également, et d'autres maires. À chaque fois en fait, que je vais en reportage, souvent les maires sont affiliés à la MRF, m'en parlent, voilà. Et puis lié à la MRF ou pas, tous les élus locaux que je rencontre sur le terrain sont mes premières sources généralement de remontée des préoccupations et des enjeux locaux, sont des mines d'informations précieuses et d'ailleurs pas assez valorisées. Là, l'actualité présidentielle fait qu'il y a eu des sujets un peu plus géographie électorale, électorat, tout ça, mais il y a vraiment des choses, moi, que j'aimerais réussir à incarner davantage par des portraits aussi d'élus sur le terrain, comme les effets, parce que je crois beaucoup au fait que les sujets institutionnels, comme par exemple les effets de la loi NOTRe, on en parle beaucoup, mais ils sont assez incompréhensibles par le lecteur et un peu rébarbatifs quand on fait juste un papier institutionnel pour dire voilà, la loi, elle dit ci, elle dit ça, les compétences. Tout ce qui est question de collectivité territoriale, quand c'est pas incarné, en fait, à part, je sais que dans notre lectorat, voilà, à part des cas de sub, des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires, ça va pas forcément captiver les gens. Ce que j'aimerais réussir moi à faire, par exemple, c'est d'incarner à travers des élus de terrain les effets de ces lois au quotidien, quoi. Je pense que ça, c'est des enjeux intéressants, et ça me permet de dire que, en fait, ma casquette, c'est reporter dans le sens où je crois au fait que plus on incarne par la vie concrète des gens ces ruralités différentes, donc que ce soit sur des territoires qu'on peut dire attractifs, qui attirent des nouvelles populations, des néo-ruraux, ou des territoires, comme dirait le sociologue Benoît Coquart, avec qui je travaille pas mal, il y a des territoires de campagne qui sont malgré tout encore marqués par les effets de la désindustrialisation, qui ont plus de mal à s'en sortir. Donc l'équilibre en fait à trouver dans ce regard pour que ce soit un regard pluriel et complet, c'est de raconter toutes ces ruralités là moi je suis pas militante, je suis journaliste, donc le but c'est pas de dire de porter le message la ruralité c'est vraiment c'est une vision idyllique et tout va bien comme certains néo-ruraux peuvent parfois aussi. Il y a eu des fois dans les médias une vision un peu caricaturale sur l'aspect positif post-Covid, avec tous ces néo-ruraux qui venaient redécouvrir l'eau chaude, l'habitat participatif, oh là là. Je veux dire, il y a vraiment je pense, une nuance à avoir assez fine entre le fait qu'un même territoire peut souffrir des effets de la désertification médicale et en même temps avoir en effet un tissu associatif très fort, des gens qui se battent et plein d'initiatives. Et voilà, moi, c'est plutôt cette nuance-là qui m'intéresse que d'être dans ces caricatures de soit des néos qui arrivent dans des territoires rayonnants, soit de la campagne désindustrialisée et de la sinistrose. Je trouve souvent que c'est un peu cette vision binaire qui est présentée. Merci Camille. Frédéric, en avançant un peu, comment fonctionnent les rédactions ? Est-ce qu'on est équipé dans les médias français pour couvrir l'Europe ? Est-ce qu'on est présent à Bruxelles ? Est-ce qu'on a des journalistes qui suivent véritablement ? Alors, pour Euronews, effectivement, nous, on a un bureau qui est assez complet d'une vingtaine de journalistes donc, dans les différentes langues d'Euronews pour couvrir donc, l'actualité européenne. Mais c'est vrai qu'en France, la couverture des affaires européennes est très, très légère, en fait, avec des rédactions qui sont très pauvres
contrairement notamment à d'autres pays, notamment l'Espagne, l'Allemagne, où lorsque vous allez à Bruxelles, vous avez des rédactions de 40, 50 journalistes. L'Allemagne, la RD, a pratiquement un immeuble à elle seule de 80 journalistes pour couvrir tous les aspects, agriculture, ruralité compris, des affaires européennes, alors ce qui n'est pas du tout le cas pour la France. Mais je voulais effectivement rebondir un peu sur ce que disait Camille. Effectivement, ce qui manque souvent, en fait, je pense, dans la couverture des sujets ruraux ou liés aux ruralités, c'est effectivement le manque d'incarnation. Souvent, et c'est le reproche qu'on peut faire à Euronews, Euronews travaille avec la Commission européenne. Nous avons un contrat donc, avec différentes DG, notamment la DG Agriculture, la DG Santé, pour couvrir des thèmes transversaux qui recoupent justement les ruralités dans différentes régions, qui s'appellent Smart Regions, par exemple. Donc on traite de ces thèmes des ruralités, des néo-urbains, mais également de la ruralité qui revient en ville avec des projets scientifiques d'agriculture et de fermes hors sol, par exemple. Mais ça reste quand même très institutionnel. Et ce qui manque, effectivement, c'est effectivement incarner davantage les ruralités, les néo-ruraux, les néo-urbains. Ça, c'est un reproche que je me fais à moi-même. Souvent, en fait, on n'arrive pas suffisamment à incarner ces sujets européens. On a commencé de l'aborder, mais Émilie, au-delà des médias, des journaux, le cerveau et le cœur d'un maximum de journalistes est métropolitain. Ah bah oui, je pense. Je parlais tout à l'heure de ce prisme qu'on avait toujours. On a l'impression qu'on s'adresse qu'à des métropolitains et qu'on pense métropolitain. Ça, c'est vrai. Mais j'allais dire, je me mettrais un petit peu dans votre peau, côté rural. Parce que on est à une époque où c'est quand même pas mal les postures radicales qui marchent. C'est des choses un petit peu provocatrices. Et j'ai l'impression que peut-être pour le rural, qui a repris un petit peu du galon avec les différentes crises dont on a parlé, peut-être que c'est le moment de s'échapper justement de cette peau de victime, de décliniste, de rattrapage. On veut demander des aides pour rattraper, on veut essayer d'avoir des écoles, de la mobilité, ce qui est la réalité, c'est une chose. Mais peut-être, on parlait d'impertinence tout à l'heure, d'être un petit peu plus impertinent et de commencer à provoquer, de saisir sa place dans ce monde qui demande ces postures-là, c'est-à-dire d'être un petit peu plus, ben voilà, maintenant, il y a quand même une nouvelle définition de l'INSEE qui dit que le rural, c'est 33% de la population française. Hein, ça a changé récemment. Voilà, on n'en parle pas. Voilà, donc est-ce que... des gens qui n'ont pas de représentation et qui n'existent pas dans les médias. Oui, mais cette image... Ça fait le résultat que l'on a vu aux dernières aussi. Oui, Ça fait partie du résultat. tout à fait. Mais c'est une image à construire. Ce que je veux vous dire, c'est que ça ne va pas se faire comme ça. De cette définition-là de l'INSEE, personne n'en a entendu parler, personne n'a vu. Jusqu'à maintenant, le rural, c'était quoi? C'était ce qui n'était pas urbain. Donc, on ne savait pas du tout ce que c'était. Maintenant, on a une définition qui n'est pas encore géniale. Hein. C'est par rapport à la densité en nombre d'habitants, en quelque sorte. C'est encore pas très, très clair. Mais en tout cas, il y a cette image à construire de dire ça représente 33% de la population. On a des thèmes sur la table, d'être un peu provocateur, un peu impertinent, d'aller dire, bah oui, nous aussi on existe, et de taper aux portes. La difficulté, on en a parlé tout à l'heure, il y a plein de ruralités différentes. La montagne, la mer, la campagne, au milieu de la France. C'est très difficile de parler d'une seule ruralité. On l'a dit tout à l'heure, c'est plusieurs ruralités. Donc il faut qu'il y ait des lignes, il faut qu'il y ait cet imaginaire, cette image qu'on puisse véhiculer sans se perdre complètement. Et non seulement il y a plusieurs ruralités, mais il y a plusieurs, alors je vais dire enjeux pour être positif et plus parler de problématiques, mais dire il y a plusieurs enjeux. On en a parlé tout à l'heure. La mobilité, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, l'agriculture, il y a tous ces enjeux-là. Comment parler de ça? Donc c'est à construire. Finalement, métropole, on en parle facilement parce que c'est quoi? C'est des gens qui travaillent dans des grandes villes. En gros, c'est ça, quoi, qui habitent dans des immeubles. Et on n'a pas cet imaginaire-là pour le rural, on l'a que en négatif. On ne sait pas ce que c'est que le rural. Si on vous demande, c'est quoi? C'est soit une vision très idyllique, je vais aller travailler au vert, ou alors c'est une vision négative. J'ai pas de débit, je peux pas travailler complètement, j'ai pas l'école de mon enfant a fermé, il y a encore une classe qui a fermé, j'ai pas de transport en commun, comme disaient tout à l'heure les jeunes ce matin en conférence. Et on n'a pas cet imaginaire-là. Et je pense que c'est tout ça qui est à construire, parce que les journalistes, c'est aussi, comme l'a dit Camille, c'est des gens un peu flemmards, c'est-à-dire qu'ils veulent les sujets presque qui sont déjà fabriqués.
Et en gros, c'est les aider que leur transmettre une image déjà préconçue du rural et un petit peu impertinente, un petit peu, vous voyez, comme si on crée cette maison ou cet imaginaire ou comme une marque sur le rural et qu'on leur donne les clés et qu'on leur donne des figures qui représenteraient ce rural, des figures, je parle de personnalité, des thématiques, mais qui soient positives. Et peut-être que là, on peut en commencer à en parler. Je prendrai juste un exemple. On a de plus en plus d'exemples de jeunes qui sont allés qui sont issus de ces territoires ruraux, qui sont allés travailler en ville, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les grandes villes, pour avoir la caution université parisienne ou de Lille ou de je ne sais où. Mais il y en a beaucoup qui, une fois qu'ils ont été formés, ils ont un peu travaillé, ils ont envie de revenir sur leurs territoires ruraux. Il y en a même qui reviennent en ce qu'on appelle les VTA, volontariat territorial administratif, en administration. Donc c'est aussi c'est comme des ambassadeurs. C'est des gens qui se disent, bah oui, finalement, nous on est allés se former ailleurs, mais notre nombril, comme disent les Africains, reste là où on est né, et on a besoin d'y revenir. On a envie de développer ce qui se passe sur les territoires. C'est ce type d'ambassadeurs qui peuvent être porteurs. Alors je ne dis pas que c'est simple de faire tout ça, mais en tout cas, je pense que ces différentes crises, elles nous ont tiré un petit peu l'oreille pour dire, finalement, ces territoires, ils ne sont pas inintéressants. Il y a des difficultés, mais en métropole aussi. En métropole, il y a plein d'endroits où il y a du chômage, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de foncier, de logement, il y a plein d'endroits où il y a de la pauvreté, des maladies. Pourquoi on arrive à en parler plus positivement que le rural ? Je pense que là, il y a beaucoup d'éléments de réponse, mais ça demande du travail. Si je peux me permettre d'enchaîner justement sur ce que tu dis, pour moi, le problème de fond de la représentativité, de la représentation des territoires ruraux dans les médias, c'est déjà la sélection dans les écoles de journalisme et dans les médias eux-mêmes en termes de diversité. On parle de la difficulté, voilà, de faire de sélection des minorités visibles, on va dire, mais des jeunes qui viennent de ces territoires ruraux, qui ont fait leurs études voilà, sur le campus de leur bourg ou pas à Paris, qui n'ont pas forcément envie de monter à Paris. Du coup, de fait, il y a beaucoup dans les médias de sorties d'écoles parisiennes qui sont donc ou d'autres grandes villes, et qui donc se représentent et qui du coup forcément vont pas avoir la sensibilité de dire je vais parler du territoire rural d'où je viens, puisqu'ils n'en viennent pas ou ils connaissent pas, donc déjà ils vont pas avoir la sensibilité qu'ils ont envie de s'y intéresser, ou s'ils doivent le traiter quelque part on peut pas aussi leur en vouloir de pas privilégier cette vision. Après, encore une fois, je dis pas qu'il faut venir d'un endroit pour pouvoir en parler, mais du tout. Mais de fait, il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup de pigistes, par exemple, moi, de promo, de journalisme, qui ont du mal parce qu'ils sont implantés localement, qui voudraient travailler, proposent des sujets là où ils sont, et c'est très dur. Il y a aussi ce plafond de verre là qui existe, quoi. Dans les institutions européennes, l'agriculture écrase les ruralités. Est-ce que dans les médias, c'est pas un peu la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas cette tradition encore de l'entrée agricole? On parle plus facilement d'agriculture, on donne plus facilement la parole au lobby de la FNSEA, ça arrange bien les gouvernants qui tripatouillent avec la FNSEA. Voilà. Alors on parle aussi... On parle aussi chasse, pêche dernièrement. On a reparlé de la pêche avec la proposition notamment d'Yannick Jadot d'interdire la chasse le week-end, les vacances scolaires. Donc on parle de chasse, on parle de pêche, on parle en effet d'agriculture. On parle aussi dès qu'il y a des inondations ou des problèmes, je disais tout à l'heure, de sécheresse. Et là, tout d'un coup, en effet, ça écrase tout. Et c'est la façon qu'ont les grands médias de voir le rural. Difficile d'empêcher ça et difficile de rendre positif ça c'est sûr. Mais ça n'empêche pas de solliciter les médias pour d'autres thématiques. Michel. Oui, simplement, pardon. Simplement, ce que vous dites est le reflet de ce qui existe et de ce que l'on vit. Ce que l'on vit au travers de la communication qui est faite sur la ruralité. Alors, il est vrai aussi que la ruralité, elle souffre de disparités. Ça, c'est clair. Mais je veux dire, on peut comparer, j'aime pas trop ce parallèle, mais on peut comparer
les dispositions qui ont été prises au fil des années, au fil des gouvernements, par rapport à la ruralité et à la considération de la ruralité, par rapport aux problématiques que l'on a rencontrées dans les quartiers dits difficiles. Et là, on n'a pas hésité à avoir des politiques volontaristes avec des sommes assez considérables et des réactions qui, quelquefois, étaient aussi considérables. Et là-dessus, on peut se dire que là, par contre, je caricature, mais c'est souvent cela, il y a une voiture brûlée, il n'y a pas de problème, l'événementiel existera. Chez nous, on a ces difficultés qui sont plus souterraines. Le métier de journaliste, c'est aussi la curiosité. Le principal, ça doit être cela. La principale, l'ADN du journalisme, ça doit être la curiosité et de la façon de le traiter. Et il y a quand même une chose qui apparaît aujourd'hui, même si je n'aime pas le mot. Parce que ce mot-là, vous savez, de temps en temps, il y a des mots qui sont tendances, et ils arrivent comme ça, tu ne sais pas d'où ils viennent. C'est les aménités. On nous fait chier avec des aménités. Déjà, le mot est difficile. Mais rien que le mot, déjà, c'est imbuvable. Mais ça veut dire aussi une réalité. Ça veut dire que chez nous, c'est chez nous que se passe ou peut se créer des solutions par rapport à la transition écologique, par rapport au bien-être de toutes et de tous les urbains également. Je ne comprends pas qu'ici, d'ailleurs, on a parcouru, puisque Lyon, c'est comme Paris, c'est un peu difficile, des fois, il faut faire 4 fois le tour pour arriver au bon endroit. Je n'ai rencontré aucune méthanisation au centre de Lyon. Je n'ai pas vu une éolienne. Mais pourquoi ? Et pourtant, je sais que cette éolienne ou cette méthanisation, elle va peut-être servir à alimenter et faire en sorte que l'urbain, il ait son électricité ou son gaz. Et donc, à un moment donné, il faudra aussi l'avantage des gilets jaunes. L'avantage des gilets jaunes. Les gilets jaunes, je le rappelle, n'ont existé que dans le milieu urbain. Vous n'avez vu aucun gilet jaune sur un tableau de bord en région parisienne. Ça, c'est clair. Mais il y en avait dans toutes les campagnes. On les voyait progresser. C'est quoi? C'est un appel pour dire, à un moment donné, il faut aussi regarder nos territoires. Alors après, avec toutes les dérives qu'il y a pu avoir, je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne partage vraiment pas tout. Mais c'est quand même clair, ça a été un signal. Et maintenant, ça fait 3 fois que vous avez évoqué les gilets jaunes, l'une et l'autre. Donc ça veut bien dire que cet appel, là, vous a interpellé, vous, en tant que journaliste. Mais maintenant, il faut aller au-delà. Il faut se dire, eh bien, effectivement, il y a des problématiques spécifiques à nos territoires. C'est pour cela que l'on voulait défendre et que l'on souhaite mettre dans la Constitution la notion d'espace. Parce qu'on ne parle toujours combien tu pèses. Ah ben, t'as que ça comme habitant, ben, tu ne représentes rien. Tu n'es pas prioritaire. Par contre, combien tu représentes d'espace? Et là, on est prioritaire. On a 88% du territoire. Et à un moment donné, ce 88% du territoire, il apporte beaucoup aux 60, puisque 33 moins 100, ça doit faire 66% ou 67% d'habitants. Ça veut dire qu'il faut renverser un peu les choses. Et nous, franchement, on compte sur vous. Il y a des améliorations, certes. On le sait, je suis de plus en plus, mais pas seulement, Patrice aussi, et d'autres, on est de plus en plus sollicités pour apporter un éclairage nouveau. Mais il faut absolument changer ces habitudes qui ne sont souvent et réellement que le regard urbain que l'on peut avoir sur nous. Et essayons justement de profiter de colloques comme aujourd'hui pour se dire, mais attends, chez nous, il y a des trucs qui ne vont pas, mais chez nous, il y a des trucs qui vont bien. Et ne faisons pas, et je n'ai rien contre lui, ne faisons pas uniquement du Jean-Pierre Pernaut, je veux dire, d'accord? Donc, même s'il a apporté un éclairage, ok. Si je peux, simplement, voilà, il faut absolument avoir des choses concrètes et construites pour bien démontrer que nous, on est souvent la réponse à ce qui n'est pas dans l'urbain.
C'est intéressant comme axe d'être la réponse et plus seulement le problème, il y a des problèmes à régler. Mais je reviens sur les Gilets jaunes. Moi, je me souviens très bien du démarrage des Gilets jaunes. Ça a été en effet une représentation d'une population, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne voyait jamais, défiler. D'ailleurs, il y en avait très peu qui avaient déjà manifesté et qui s'étaient jamais manifestés. On a eu quand même un président de la République qui a mis au moins, si je suis gentil, je dis 15 jours à peu près, à les voir, à les considérer, à les regarder. Et 15 jours, je pense que je suis assez gentil, pour au final leur donner quand même beaucoup de choses, puisqu'il y a eu quand même le grand débat national, qui n'a pas abouti à beaucoup de mesures. Le grand débat, c'est la suite des cahiers de doléances mis en place par l'Association des maires ruraux de France, qui a permis en fait simplement de revenir à une réalité démocratique. Tout à fait. Et il faut quand même le reconnaître. Oui, mais simplement, ça a été très compliqué. Moi, je me souviens très bien, pour être sur les plateaux à l'époque, on disait qu'en gros, c'était des gens violents, c'était des gens d'extrême droite. Très rapidement, on en venait à des conclusions très négatives sur leur profil. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de violence aussi, Arc de Triomphe, que j'imagine que personne ne cautionne. Voilà. Mais dans la masse qu'il y avait, on n'a pas su, en tout cas, ni le président, ni beaucoup d'interlocuteurs sur les plateaux n'ont pas réussi à voir toutes les singularités et toute cette disparité de représentation du rural et les ronds-points, ces personnalités. Mais en effet, il y a beaucoup à construire sur cet imaginaire-là. Peut-être pas par la violence, mais à solliciter. C'est pour ça que je pense que... Et moi, je me souviens de Vannick Berberian, qui est plus de ce monde, mais qui était aussi un peu de cette trempe-là de dire il faut presque des coups, parce que le rural, on ne va pas le voir comme ça d'un coup, on va le voir par les gilets jaunes, mais parce que d'un coup, la taxe carburant les a sortis, pas de leur voiture, mais en tout cas, sont allés... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour que... Mais je pense que vous avez raison, le positif, c'est que vous êtes la réponse à beaucoup de choses. Vous êtes la réponse à l'industrie, à beaucoup de choses sur le plan écologique, à du télétravail à l'eau, à du télétravail intéressant, à une agriculture un petit peu plus respectable pour l'environnement et pour les humains. Mais il faut savoir le raconter aussi. On ne peut pas non plus reprocher aux médias de ne pas savoir raconter des choses qu'ils ne connaissent pas assez. Alors oui, évidemment, c'est le métier du journaliste, mais c'est compliqué aussi de connaître tout sur tout, quoi. Attendez, on va mettre un peu d'ordre. On a eu l'intervention de Michel. Camille répond. Oui. Camille vous laisse exprimer. J'ai une demande là. Il nous reste 3-4 minutes, on pourra donner la parole. Quand même, petit rappel, là, vous avez des journalistes de terrain qui viennent. Ce ne sont pas des patrons de médias. Ce ne sont pas des patrons de médias. On n'est pas décisionnaires. Hein, ils ne sont pas décisionnaires. Il faudrait faire la différence entre le journaliste de terrain qui fait son travail dans le cadre d'une rédaction et celui qui a les moyens financiers parce qu'il vend des avions ou il vend autre chose, ou il a des fortunés au capital pour on a le droit à la avoir parole un média. quand même aussi. Il y a quand même un peu de ça. Camille. Oui, moi je voulais juste dire en réponse à ce que vous disiez, Monsieur Fournier, qu'on a l'impression que les médias se sont intéressés aux territoires ruraux au moment des Gilets jaunes. Mais ça, enfin voilà, qu'on soit d'accord, on défend la même chose. Moi je le déplore aussi parce que mes petits projets entre guillemets sur les territoires ruraux que j'essayais de défendre un peu dans mon coin, ils existaient avant les Gilets jaunes. J'ai fait plein de reportages sur des initiatives locales. J'ai interrogé des élus locaux, des petits sujets qui sont passés entre guillemets, excusez-moi, inaperçus, mais ils existaient et on était bien avant les Gilets jaunes. Et c'est juste que je pense qu'il y a un mouvement concomitant où il faut à la fois des journalistes qui s'y intéressent sincèrement, vraiment, pas juste pour, et puis aussi un mouvement militant. Voilà, vous avez dit on nous entend pas assez, tout ça. Enfin, moi, par exemple, j'ai l'impression quand même de... Enfin, vous êtes un acteur que j'écoute et qu'on soit d'accord, au fond, on défend à peu près la même chose. Enfin, moi, ce qu'on veut tous, c'est que les territoires ruraux soient plus visibles de manière différente en tant qu'association militante, en tant que journaliste. Mais on défend la même chose, au fond. C'est que les ruralités, enfin, moi, mon cheval de bataille, c'est que les ruralités existent dans le média dont je fais partie, qu'elles trouvent le plus de place possible. Et voilà. Donc, du coup, le fait que moi, je vis un peu mal le discours général qui dit que les médias se sont intéressés aux territoires ruraux et périurbains au moment des Gilets jaunes, parce que voilà, c'est se sentir englobé là-dedans quand en fait on s'y intéresse depuis longtemps et qu'on fait des sujets qui n'ont pas été non plus forcément identifiés, véhiculés. C'est voilà ce que je voulais dire sur ça.
et sur les enjeux multiples, je suis voilà, persuadée que l'avenir global se trouve dans ces territoires qui sont trop souvent définis par défaut, ce qui est assez insupportable, ou sous l'angle des manques, alors que beaucoup d'initiatives dans tous les domaines sociétaux, écologiques, économiques commencent là. Et voilà ce que je voulais dire. 2 questions de la salle, une du président des maires ruraux de la Nièvre. Oui, juste dans ces relations avec les médias, c'est les médias qui appellent la ruralité. Et nous, c'est la ruralité qui cause cette modernité. Et moi, je suis souvent embêté pour intervenir. Je vais même à Paris, donc je vais à la ville pour intervenir, donc c'est sur les questions de santé. Et j'ai quelquefois l'impression de ne pas retenir l'attention de mes interlocuteurs. J'ai pas les codes. J'ai l'impression que j'ai pas les codes avec eux. Ce qui fait que j'ai beau leur raconter, je vais pas pleurer, je vais pas vous raconter ma vie, tatati, tatata, mais je me heurte, me semble-t-il, à cette façon que vous avez, vous les urbains, de nous considérer, même si vous dites, et Camille, vous avez raison, nous, quand quelqu'un m'appelle et je suis du journal de machin et de bidule et chouette, il dit, mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Bon. Donc j'ai cette espèce de syndrome, non mais je le dis honnêtement. En plus, j'apprends que quand je suis journaliste du Monde, en fin de compte, c'est un pigiste de je sais pas d'où qui fait ça, mais qui travaille pour le Monde, hein, ce qui est, c'est pas péjoratif, quoi. Mais qu'importe. Donc moi, il y a quelquefois, je me dis, on se sent submergé par ça. Et de l'autre côté, le message que je veux faire passer, enfin, qu'on veut faire passer, en fin de compte, il est à travers un filtre, un prisme, qui n'a pas d'emprise. Donc peut-être tu peux répondre pour me dire ça. Bah, moi, je prendrais ma casquette communicante, ça s'apprend. Oui, vous n'avez pas les codes, mais moi, je sais pas, on fait du média training. Non, mais si on veut faire passer un message, il faut savoir à qui on le fait passer. Et en effet, on est en train de vous dire, les médias ont un prisme urbain à 80%, 90%. Donc vous savez que si vous y allez, et si vous n'attrapez pas les codes, et que vous avez... La prochaine fois, on prendra une hôtesse. Non, c'est pour faire passer un message. Moi, je pense que si vous... je pense qu'il faut s'adapter à la cible. Je pense qu'il faut savoir s'adapter à la cible. Ça ne veut pas dire perdre en vue son message et ce qu'on veut dire, mais c'est simplement savoir s'adapter. Ça, c'est le b.a.-ba, je pense. Après, que ça vous paraisse un peu choquant que les urbains, et notamment les médias, vous voient comme un extraterrestre parce que vous parlez ruralité avec votre accent, je peux comprendre, mais c'est juste la loi des médias et de l'information. On prend 2 questions pour terminer dans les temps. Monsieur et une autre, madame, je vous ai vu, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Et on fait un tour de table. Oui. Il y en a. Oui. Bon, pas de souci. oui, Alors, on en prend 3. Je voudrais... Allez-y. Merci. Je voudrais saluer un média qui n'est pas présent, qui est la radio, avec une émission qui s'appelle Les Carnets de campagne, qui se promène dans la ruralité et qui en illustre tous les points les plus favorables et les plus ingénieux. Et je dois dire que je regrette qu'il ne soit pas là, mais j'ai envie de dire merci, Monsieur Philippe Bertrand. Je peux juste... ouais. Non, je veux juste apporter une toute petite nuance. J'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas tout à fait, pour le coup, d'accord, parce que je pense que c'est notre rôle de journaliste, avant tout, d'aller chercher ces voix et de les prendre telles qu'elles sont. C'est le cœur de notre métier, je pense. Et en fait, moi, je sais que ce qui m'intéresse, et tu m'as dit tout à l'heure que j'étais peut-être trop discrète dans mon... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner la parole aux voix les plus discrètes, justement. Je me sens plus utile là que de donner la parole à des gens qui ont déjà le micro et la communication. Voilà. Donc, à la limite, ceux qui vont arriver avec une grosse voix de communicant, ils ne m'intéressent pas parce que je sais qu'ils veulent déjà me vendre quelque chose. Je préfère largement essayer de repérer des petites... voilà. Alors après, alors ça me touche énormément ce que vous avez dit, monsieur, sur le fait qu'on ne sait pas comment le prendre, parce qu'en fait, ce truc-là, je l'ai vécu aussi personnellement, et de ne pas maîtriser les codes, et c'est un truc aussi voilà, qui dit quelque chose, je pense, de quelque chose de fond sur le fait que
pourquoi les gens qui habitent les territoires ruraux se valorisent pas, n'osent pas se valoriser davantage. Les jeunes ruraux sur qui j'avais enquêté, ouais, voilà, oui bien sûr. Ouais. Et donc voilà, c'est. Bien, les dernières questions, parce que. Allez-y. Ben, j'ai pas de micro, j'ai que le mien. Il doit y en avoir un là-bas. Allez-y. S'il vous plaît, comme c'est enregistré, il faut absolument parler dans le micro. Et en fait, le micro était de l'autre côté pour l'autre question. Donc je répète, Claire Delfos, je suis universitaire lyonnaise, mais voilà, à l'université de Lyon. Des experts sur le rural, il y en a. Nous sommes géographes, il y a un groupe de géographes ruralistes, donc il n'y a pas que des experts sur l'industrie, sur l'agriculture, ou comme vous le dites, il y a des experts ruraux, ils ne sont pas forcément dans les universités parisiennes, il n'y a plus de ruralistes, ou très peu à Paris. Tout ce que vous avez, tout ce dont on a parlé, comme disent les élus, le retour, on parle aujourd'hui d'exode urbain, mais moi, depuis, je suis en fin de carrière, ça fait longtemps qu'on parle de renversement des courants migratoires, les innovations dans le monde rural, le rôle des associations, etc. On en parle, nous on en parle dans nos travaux, et on fait ce relais du terrain. Donc voilà, je veux dire que des experts sur le rural, il y en a aussi. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut... Moi, je réponds juste parce qu'en effet, vous êtes essentiel au travail des journalistes, parce que, pour la plupart de mes sujets, moi, j'ai besoin de... Madame, je ne sais pas si je vous remercie parce que déjà, je voudrais prendre votre nom après à la fin. Et parce que pour tous mes travaux de reportage, à chaque fois, moi, j'ai besoin de solliciter l'expertise justement des chercheurs, parce que je trouve qu'on a des métiers très complémentaires. Nous, on est là aussi pour vulgariser, puisqu'on n'a pas votre place de publication, tout ça. Et vous avez des années de recherche sur des terrains hyper précis. Et je trouve que nos métiers sont vraiment... voilà. Et par exemple, le regard vous devez connaître de Benoît Coquart à Dijon, ou de Yael Anselem-Mingui aussi sur les jeunes femmes en milieu rural. Il y en a plein d'autres qui sont super, mais du coup, je suis intéressée. Mais juste une précision, moi, quand je disais qu'il y avait des experts, c'est dans les médias, en tout cas, si je prends ma casquette chaîne d'information, on a plutôt des gens spécialisés industrie, ou spécialisés inondation, ou spécialisés, et c'est eux qui vont parler en premier lieu. Si je prends ma casquette localtis, évidemment, moi je travaille avec des géographes, des économistes, avec des gens qui vont parler des territoires, et il y en a plein. Mais ce n'est pas forcément ceux qu'on entend au niveau national pour avoir cette voix du rural. Et du coup, il y a une déformation, quelque part. Donc c'était simplement cette observation. Tout à fait, merci. Question, madame? Oui, bonjour. Alors, moi, je suis une vieille dame, mais vous m'entendez? Oui, j'ai été pendant de nombreuses années chargée des relations avec les médias audiovisuels pour la représentation en France de la Commission européenne. Et à ce titre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez dit. Et j'avoue... Vous m'entendez mieux? À ce titre, j'étais donc en relation quotidienne avec tous les médias audiovisuels, à commencer par le Trésor de Jean-Pierre Pernaut et de TF1, et ce pendant environ 7 ans. Donc mon quotidien était beaucoup la ruralité. En revanche, c'est vrai que la perception de la ruralité à cette époque-là, dans l'univers européen, était toujours très clivant. Et donc, si je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui était vraiment passionnant, je pense qu'il y a peut-être une approche, puisque c'est ce que nous avons fait, ce que nous avions réussi avec des journalistes, notamment de la rédaction, c'était de se poser, de prendre le temps de comprendre les choses, de comprendre les sujets, que ce soit l'Europe, que ce soit la ruralité.
Se poser, ça veut dire aussi avoir le temps de préparer, le temps de faire des sujets, de ne pas toujours être dans les hot news, entre guillemets, ou dans l'alerting. Malheureusement, c'est devenu beaucoup le quotidien des médias aujourd'hui. Et si je veux prendre cet exemple qui me semble être une illustration, puisqu'on a réussi après, pendant des années, à faire des sujets sur la ruralité, notamment à travers l'initiative Leader. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, puisque c'est une initiative qui est d'une richesse sur les territoires, que ce soit en France et dans de nombreux pays de l'Union européenne, puisque c'était finalement des initiatives venant de la ruralité qui étaient mises en exergue, que ce soit sur les terroirs, sur les IGP, sur les AOP, et pas seulement sur la chasse à la tourterelle ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vivier de sujets qui existe aujourd'hui sur la ruralité, qui intéresse absolument tout le monde. Après, tout est une question, et c'est ce que vous avez souligné, madame, tout est une question aussi de proactivité. Et c'est là où je rejoins madame tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a aussi besoin de passeurs entre le monde rural et le monde des médias. Je pense qu'il n'existe pas assez. Voilà. Merci, merci madame. Nous arrivons au terme. Alors on dit bien que c'est la dernière. Hein. C'est la dernière des dernières, c'est comme toujours. Oui, Louis Potrel, maire ruraux d'Ille-et-Vilaine. Juste une toute petite remarque. Je reconnais qu'on a un problème de communication sur nos territoires ruraux. J'ai la chance, sur ma commune, 720 habitants, d'avoir le très haut débit depuis fin 2017. Et quand on en parle à des amis, à des relations à l'extérieur de ma commune, personne ne croit qu'on a la fibre optique. Pendant la crise sanitaire, sur ma commune, Le Ferré, on a un débit autour de 250-280 mégabits. On a un débit supérieur à Rennes Métropole. Et quand tu racontes ça, personne ne te croit. Et ma question, je fais comment pour le faire savoir, pour éventuellement attirer des habitants et des CSP+. Et c'est un vrai sujet. Et je pense qu'on a besoin de travailler notre communication pour valoriser nos territoires ruraux. Voilà. Faites tester le bureau du futur dans votre village. Bien, merci. On a épuisé le temps. Je vais vous donner, chers amis, à vous deux et à toi, Frédéric, le mot non pas de la fin, mais d'en rajouter. C'est forcément... Vous vous êtes prêtés au jeu alors que vous n'êtes pas les responsables des médias ni les responsables de la publication et que parfois vos initiatives ne sont pas reprises, ne sont pas suivies, mais vous avez eu la gentillesse de nous faire partager vos organisations. Donc Euronews va plus parler de ruralité maintenant, Frédéric. On va essayer, mais je pense, malheureusement, je vais finir sur les propos que j'ai tenus au début, c'est-à-dire qu'on va encore la traiter par des biais qui sont liés à l'actualité internationale. Parce que c'est effectivement notre ligne éditoriale en tant que chaîne d'information pan-européenne. Donc je me sentais un peu à part dans ce débat. Absolument. Voilà, parce que là, clairement, on était avec des médias nationaux. Mais ton éclairage était judicieux quand même. Mais voilà. Donc, mais je reviens quand même sur le fait que effectivement, le profil des journalistes est quand même... Il faut le reconnaître, les journalistes sont quand même assez éloignés de la ruralité. Même si on a tous des origines des territoires, on reste quand même des urbains, on a fait des études, etc. Et effectivement, on a un regard peut-être qui passe par ce prisme sur les ruralités, regard qu'il faut que l'on corrige, effectivement, qu'on change un peu notre façon d'aborder ces thèmes. Mais pour Euronews, je dois reconnaître qu'on continuera d'aborder ces thèmes via des événements internationaux. Et actuellement, paradoxalement, la ruralité est devenue un sujet porteur du fait justement de ces événements internationaux tels que notamment la guerre en Ukraine. Merci Frédéric. Camille, quelque chose à rajouter ? Non, je crois que j'ai pas mal parlé. C'est très bien. Merci. Émilie. On va terminer, monsieur. C'est terminé. Comme disait Frédéric, oui, on va prendre
bâton pour moi, Localtis, on en parle tout le temps des territoires, et sur BFM, je saisis l'opportunité quand c'est possible. Et je pense que les opportunités, elles sont là. Hein. On a dit, hein, toutes les crises qu'on a vécues montrent que le rural a de l'importance. Et je rajouterai aussi une chose, on a vu aussi la fin du cycle de la métropolisation. On voit que le ruissellement, il n'existe pas. Et je pense que ça, maintenant, quasiment tout le monde en est convaincu. Donc il y a un espace aussi pour le rural de ce côté-là. Beaucoup d'opportunités. Merci Émilie.